La rencontre en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine devait être l'occasion pour le président américain de redorer son blason international. Ses partisans espéraient un retour triomphal sur la scène politique, montrer que lui seul pouvait dialoguer d'égal à égal avec Moscou, voire même supérieurement à Moscou, et exiger tout et n'importe quoi de Poutine sans condition. Erreur. Erreur. Déjà que du côté de la Russie, les enjeux étaient bien différents. Poutine était là pour observer, tester, surtout montrer au monde qu'il n'avait absolument rien à craindre de Trump. Ce même Trump-là qui est en quête d'image. La Russie était là pour imposer, pour se contenter de dire ce qu'elle veut et point à la ligne. Après plus de 3 heures de discussion, alors que c'était 6 heures qui étaient prévues, rien de concret n'est sorti pour le président américain. Il n'y a pas eu d'accord bilatéral qu'il rêvait de brandir en sortant de la place. Il n'y a pas eu de feuille de route, pas même un communiqué qui puisse servir de victoire politique, rien. Trump repart bredouille. Poutine, fidèle à sa méthode, a laissé son interlocuteur parler sans rien céder. Ensuite, il a simplement sorti une feuille de conditions qu'il a transmise à Donald Trump. Donald Trump qui a juste dû accepter cette feuille-là sans rien dire. Le président russe s'est même offert le luxe de sortir de la rencontre avec une stature intacte, tandis que Trump a dû retourner à ses meetings, à ses photos. Ce rendez-vous illustre crûment la différence de posture entre les deux hommes. Poutine joue le long terme, la stratégie, la géopolitique. Trump, lui, joue le spectacle, le slogan électoral et surtout, il joue l'illusion de la puissance. Là-bas, il a été face au réel parce qu'il s'est rendu compte à quel point il n'a pas l'avantage, vraiment pas de base sur lesquelles négocier. La rencontre a mis en évidence l'écart abyssal entre une Russie qui s'impose dans un monde multipolaire et un Trump, une Amérique réduite au rôle de figurant, cherchant désespérément une image de dealmaker qui n'existe plus. Ce qui a surtout frappé, c'est l'asymétrie du rapport de force. Poutine n'avait rien à perdre. Trump avait tout à prouver. Résultat, Moscou affirme sa puissance incontournable, tandis que Trump prouve malgré lui qu'il n'a aucune clé réelle pour peser sur le cours des événements. On se demandait dans la vidéo prémisse, qu'est-ce que Trump allait poser sur la table? On a la réponse. Il va maintenant livrer Zelensky. Cette rencontre en Alaska restera comme une démonstration de vide du côté de l'OTAN. Poutine a consolidé son image d'homme fort, d'une Russie forte, maître de son agenda. Trump, de son côté, a offert au monde un spectacle d'un homme en quête de reconnaissance, mais incapable d'arracher quoi que ce soit. La seule chose que Trump a ramenée d'Alaska, c'est la confirmation que là où la Russie se pose, l'Occident se retire. Ce n'est pas une victoire diplomatique qu'il a ramenée. Et il y a même un commentaire très drôle qui revenait souvent en bas des vidéos qui traitaient de l'affaire. C'est Emmanuel Macron regarde aussi l'événement à la télé comme nous. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de géopolitique, d'histoire et on jette un regard de notre point de vue sur le monde. Vous savez que ce genre de sujet est shadowban. On refuse que les gens se cultivent. Donc, abonnez-vous et laissez un like. On doit former un bloc de résistance contre le système. Vous pouvez aussi regarder nos autres chaînes YouTube. Le Jeune Initié, où on parle de culture et de spiritualité africaine. L'écoute du monde, dédié à des analyses plus courtes. Et sur Yvon Prime, on parle de football en règle générale. Je vous laisse tous les liens en description. Revenons au sujet. Cette rencontre entre Trump et Poutine était remplie de symboles. Poutine a été accueilli sur le sol américain dans une base militaire américaine en tapis rouge, dans une scénographie de grand respect et d'égalité entre les deux hommes. Ils ont déroulé le tapis rouge, littéralement. Là, on ne parle pas d'un sens figuré. Voilà Vladimir Poutine, pardon, je vous coupe, voilà Vladimir Poutine. Allez. Et donc... C'est donc soigneusement synchronisé. Oui, comme c'est vous ça. dites. Pas attendre. Voilà. Ils ont négocié comme des... Enfin, Donc, comment dire, c'est-à-dire que physiquement, Donald Trump ne va pas aller l'attendre au pied de l'avion, mais ils vont se rencontrer l'un et l'autre à la jonction des deux tapis rouges. C'est pour des espions. Ils ne sont que deux sur le tapis rouge ce soir. À gauche de votre écran, vous voyez Vladimir Poutine s'avancer face à Donald Trump. Donald Trump, le président américain, qui attend donc le président russe. On est en Corrèze, on est en Alaska. Et donc, la scène que vous voyez se fait en direct. Les applaudissements de Donald Trump pour Vladimir Poutine. C'est un spectacle et c'est de la bonne télé, selon Donald Trump. Effectivement, et vous allez voir les deux hommes donc s'avancer. Ça aussi, c'est une image qui a été préparée par les Américains. Pour le coup, s'avancer, encadré par les chasseurs F-22 et la poignée de main entre les deux hommes.
Trump n'a absolument pas voulu froisser Poutine. Il a même essayé tout du long de baisser les tensions. Par exemple, il y a un journaliste qui a demandé quand est-ce que Poutine compte arrêter de tuer les civils. Et c'est Trump qui a coupé court en montrant la direction au président russe pour dire « Ok, voilà la suite. Vous n'avez pas besoin de répondre à ça. » Président Poutine, allez-vous arrêter de tuer des civils ? D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Pourquoi est-ce qu'on ne pose pas cette question à Netanyahou ou encore à Al-Jolani? Les journalistes sont bien silencieux quand il s'agit d'Israël. Bref, on poursuit. Après 3 longues heures de discussion, le vendredi 15 août 2025, à Anchorage, en Alaska, discussion entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il y a un communiqué de la Maison-Blanche qui a été révélé ce matin, samedi. C'est que Volodymyr Zelensky est convoqué à Washington pour lundi 18 août. J'ai bien dit convoqué. L'objectif est très simple. C'est lui transmettre les conditions imposées par la Russie pour mettre fin au conflit. Point à la ligne. Dans un langage militaire, ça correspond au terme de la capitulation, c'est-à-dire les exigences du vainqueur imposées au vaincu pour clôturer la guerre. Je viens même encore de penser à une chose qui était impressionnante. C'est le fait que ce sont les avions de chasse américains qui ont raccompagné l'avion présidentiel de Poutine jusqu'à bon port. C'est-à-dire que ça les a accompagnés pour dire qu'au-delà de la capacité militaire russe, ils veulent faire comprendre au bloc occidental qu'actuellement, la Russie est en train de dealer avec les États-Unis, chef du bloc occidental. Donc, que personne ne tente rien, même un peu. Déjà, la réponse russe sera violente, mais en plus de ça, il y aura la réponse américaine. Quand je vous parle de respect, vous voyez au niveau où c'est allé. De retour de son sommet avec Vladimir Poutine, Donald Trump a publié le samedi 16 août donc sur son réseau Trust Social que, je cite, « Tout le monde s'accorde à dire que la meilleure manière de mettre fin à cette guerre atroce entre la Russie et l'Ukraine, c'est un véritable accord de paix et non un simple cessez-le-feu qui bien souvent ne tient pas. » Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce ne sont pas là exactement les mots de Sergei Lavrov qui lui-même les a reçus de Vladimir Poutine? Ce sont exactement les mots. Je me rappelle il y a quelques mois quand Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, est arrivé avec une proposition bancale d'un cessez-le-feu temporaire d'1 mois. Sergei Lavrov avait répondu en disant « Est-ce que vous vous foutez de nous ? Que si ce n'est pas une paix totale, il n'y a pas de paix. Parce que vos affaires de cessez-le-feu là, c'est l'occasion de pouvoir réarmer l'Ukraine. Donc non. Là maintenant, c'est Donald Trump qui le dit. Ça veut dire qu'il a tout simplement validé la position russe. Donc, le bon sens et surtout la force de la Russie lui a fait comprendre que c'est inutile de parler d'un cessez-le-feu si c'est pour que la guerre s'éternise. La seule option pour la Russie, si jamais on parle d'un cessez-le-feu, c'est d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que les perdants, c'est-à-dire l'Ukraine et ses parrains européens, n'aient absolument plus aucune capacité de réclamer l'impossible. Oui, donc soit c'est un arrêt total, soit ils poursuivent la guerre jusqu'au bout. Et Trump l'a compris. Ce que ça a été expliqué de manière très calme et posée. Et qu'il a intégré ça dans son esprit comme étant, voilà, une vérité de toute façon. Durant ces 3 heures, Poutine n'a fait que dérouler les conditions de reddition que Trump devra remettre en main propre à Zelensky lundi prochain. Du côté russe, l'Ukraine n'est pas considérée comme l'ennemi principal. Moscou le répète sans cesse qu'il ne s'agit que d'une opération spéciale contre Kiev. Tandis que le véritable ennemi, la véritable confrontation, c'est avec l'OTAN. La Russie est consciente de qui est son ennemi. L'objectif russe n'est pas d'anéantir les Ukrainiens, mais de neutraliser l'Alliance Atlantique dans cette guerre par procuration. C'est d'ailleurs pour ça qu'en dépit des centaines de frappes de drones et de missiles de la Russie en Ukraine, les pertes civiles restent relativement limitées. Ce que Trump vient de reconnaître, c'est la logique russe. Point. Rechercher la paix véritable et non le cessez-le-feu artificiel que les Européens réclament pour pouvoir masquer la défaite de l'Ukraine tout en se présentant comme les vainqueurs. Mais avant même la sortie de Trump, les dirigeants européens avaient publié un communiqué hallucinant signé par Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron et le chancelier Friedrich Merz. Et on y lit
Nous continuerons à renforcer les sanctions économiques contre la Russie jusqu'à l'établissement d'une paix juste et durable. Moscou ne peut avoir le droit de veto sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ou encore à l'OTAN. La bonne blague. Ce texte est absurde. Parce qu'il est totalement ridicule de voir les perdants poser les conditions comme s'ils avaient gagné. C'est l'Europe qui a choisi l'épreuve de la force. C'est l'Europe qui a choisi la guerre, en fait, avec les accords de Minsk 1 et 2 bafoués par l'Europe. Or, dans toute guerre, c'est la force seule qui décide de l'issue, non? Si on décide d'utiliser la force, c'est le plus fort qui gagne. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et Poutine l'a répété à Trump, un vaincu ne négocie pas. Il se contente d'écouter les termes imposés. Point. Si Zelensky accepte de capituler, la guerre pourrait s'achever en moins de 24 heures. Sinon, l'épreuve de force va continuer et il faudra rappeler à Merz, Macron et von der Leyen qu'à ce jour, Moscou n'a jamais mobilisé des citoyens par conscription, c'est-à-dire de force, parce que la Russie ne considère même pas officiellement ça comme une guerre. Pour elle, il ne s'agit que d'une opération spéciale contre un petit frère insoumis. C'est tout. En réalité, l'Ukraine n'a jamais eu la moindre chance de l'emporter. Ce que nous avons vu depuis plus de 3 ans là, ce n'était, du point de vue russe, qu'un gigantesque entraînement militaire visant à observer et à analyser les stratégies de l'OTAN. L'OTAN qui est toujours en retard technologique d'au moins une décennie, d'au moins 10 ans. Quand les Européens osent encore publier de tels communiqués, on va continuer de les sanctionner. Après la rencontre en Alaska, là, cela démontre qu'ils avancent en étant perdus. On dirait des inconscients qui tiennent, une grenade dégoupillée sans comprendre qu'un seul faux geste peut leur coûter la vie. Le peuple européen aspire à la paix avec les Russes. Tout comme le peuple américain aimerait bien une relation amicale avec les Russes. En règle générale, les peuples veulent même juste être tranquilles. Mais leurs dirigeants, eux, semblent déterminés à instaurer une guerre permanente, sans en avoir les moyens même. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours montrer qu'ils sont les plus forts, les plus puissants, les seuls, les X et les Y. Alors que non. Donc, ce samedi 16 août, les pays des BRICS se réjouissent. Et leurs partisans aussi. Parce que l'un des leurs, Vladimir Poutine, a réussi à ramener le président américain sur terre. Lui qui avait l'habitude de menacer les gens à coups de déclarations assourdissantes, de bruit, d'insistance, de sanctions. On l'a ramené sur terre. Trump, sonné, étourdi, n'a même pas pris le temps de dire au revoir à son homologue russe. En fait, c'est même peut-être le signe le plus clair qu'il a réalisé l'ampleur du déclin des États-Unis. Rendez-vous donc lundi pour voir comment Zelensky sera accueilli à la Maison-Blanche. Comment est-ce qu'il va aussi accueillir les conditions qui ont été transmises à Donald Trump. Ce serait intéressant. Peut-être qu'on va encore voir une terrible session de... Non, tu n'as pas les cartes à main. Vous savez, j'ai vu Poutine dans les yeux. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai vu l'enfer. Or what? Mais je vous dis, Donald Trump qui était là-bas, il sera très sévère avec Zelensky pour lui dire vraiment, ne cause pas, fais ce que je te dis. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner, tout comme on était très curieux de voir ce qu'allait donner la discussion entre Trump et Poutine vendredi. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. C'est qu'il y a 3 ans, on annonçait que Vladimir Poutine était fini, non? Qu'il avait 3 cancers. Il souffrait de l'Alzheimer. Il était proche de la tombe. Les gars juraient sur les plateaux télé que l'économie russe allait s'effondrer sous le poids des sanctions occidentales. Ils disaient quoi? Qu'ils allaient tuer l'économie russe. 3 ans plus tard, le constat est tout autre. L'armée russe a réussi l'exploit d'épuiser et de désarmer 40 pays de l'OTAN, ainsi que leurs satellites européens. Sur le plan économique, la Russie est aujourd'hui la première puissance d'Europe. Son industrie enregistre des performances historiques dans des secteurs où elle n'existait même pas avant la guerre. Quant à l'agriculture, elle a hissé Moscou au rang de premier exportateur mondial de blé et de fertilisants azotés. Sur le plan militaire, la Russie vient encore de faire un truc, ça fait mal. C'est-à-dire, elle a frappé un grand coup. Dites-vous qu'elle a rasé l'usine la plus moderne de missiles longue portée jamais construite par l'Allemagne en Ukraine. C'est-à-dire, le cynisme est total. Écoutez bien le vice même derrière, tellement c'est comique. Moscou a laissé l'usine être financée, être construite, bâtie, complètement équipée, avec toutes les machines qu'il faut. Quand c'est fait, ils ont envoyé un missile qui a réduit tout ça en cendres. 2 jours avant l'inauguration près de Kiev. Vous voyez le niveau de malice. On dit non, construisez. Oui, construisez. Ah, ils ont déjà équipé. Ok, c'est parfait. Voilà, ils vont inaugurer ça dans 48 heures, monsieur. Voilà, envoyez la bombe.
C'est grave. C'est grave. On appelle ça faire perdre l'espoir à l'ennemi. Vous voyez, non? Et c'est à tout ce que je viens de lister là que Donald Trump a dû se plier hier. On a débranché sa joie. Pendant ce temps, les experts de BFM et LCI, qui promettaient la fin de Poutine avec le mandat de la Cour pénale internationale, se lamentent désormais en direct, se lamentent dans leurs analyses devant l'accueil qui a été réservé au président russe par Trump. Après 1268 jours de guerre, 168 jours de guerre, après des mandats d'arrêt quand même émis par la Cour pénale internationale, avec également des preuves quasi irréfutables des crimes de guerre commis par la Russie, après notre engagement, nous Européens, aux côtés de l'Ukraine, un tournant sur lequel nous avons quand même très peu de prise, hein, il faut le reconnaître, et cela va quand même déterminer une grande partie de la sécurité du continent européen dans les décennies qui viennent. Ah, c'est une très bonne technique quand on ne veut pas répondre et j'ai pas compris. Hein. Vous êtes dans les duplex, quand on n'a pas envie de répondre, on dit. Il a bien appris quand même à jouer, hein, ça, parce que c'était c'était un jeu fin. Hein. Ce genre de truc-là, c'est une crise de jalousie typiquement française. Hein. Eux qui se voyaient comme les enfants chéris de Washington, les amis aimés de Washington, constatent que leur idole Trump traite Poutine comme un invité d'honneur. Pendant que Macron reste au bas de l'échelle. Pendant que Macron regarde le film à la télé comme nous tous. Et ce n'est pas la première humiliation. Aucun haut responsable américain n'a jamais daigné se déplacer pour accueillir Macron ou n'importe quel autre dirigeant européen à l'aéroport de Washington. Aucun. Xi Jinping avait même encore plus humilié les Européens qu'Emmanuel Macron. Quand Ursula von der Leyen est allée en Chine, est allée à Pékin pour la célébration des 50 ans de relations Chine-Union européenne, elle avait été contrainte de descendre de l'avion pour monter dans le même bus que les autres passagers, que les passagers lambda, jusqu'à arriver à l'endroit. Mais en Alaska, c'est tout l'inverse. Une mise en scène millimétrée. Trump ne voulait absolument pas vexer Vladimir Poutine. Il voulait que tout soit fait dans le plus grand respect possible. C'est Trump en personne qui a déroulé le tapis rouge à Poutine. Et il ne l'a pas fait pour lui-même, mais pour Vladimir Poutine. Il n'est sorti de son avion et n'a posé le pied qu'au moment où il fallait rejoindre son homologue russe. C'est tout. Contrairement aux analystes médiatiques qui brassent de l'air, la réalité est simple. Ce n'est pas Poutine qui a sollicité ce face-à-face, c'est bien Trump. Et tout simplement parce que sur le terrain, la Russie est en position de force. Et on l'a appris ensemble la dernière fois. C'est celui qui invite qui a quelque chose à demander, pas l'inverse. Déjà même que la Russie n'avait rien d'autre à demander que ce qu'il demande depuis le début. Vu que l'armée russe venait d'offrir une victoire éclatante à son président la veille de cette rencontre. On parle et on a traité ça ensemble de la progression la plus rapide depuis 2 ans. Regardez ces 2 villes ukrainiennes. En quelques semaines, elles se sont fait presque complètement enfermer par l'armée russe, en rouge. Le but de la Russie est donc clair, s'emparer des villes de Pokrovsk et Konstantinivka, et ainsi faire tomber 2 nœuds logistiques importants. Depuis le début de l'année 2025, la Russie s'est emparée de 2408 km² en Ukraine, soit plus de 20 fois Paris. Ce succès militaire permet à Moscou de balayer toute tentative américaine de lui imposer un cessez-le-feu quelconque. Ou une quelconque condition. Vraiment, c'est effacé. D'autant que la Russie a introduit une nouvelle arme terrifiante, des drones dormants. Ce sont des engins qui traversent les lignes de défense ennemies et ça s'immobilise. Ça peut rester sur place dans des positions, parfois 1 semaine. Puis ça surgit au moment où leur cible approche. Vu que c'est doté d'intelligence artificielle, le drone choisit lui-même le moment de frapper en fonction de ce qu'on lui a défini comme étant la cible. C'est une technologie que ni les États-Unis, que ni l'OTAN ne possèdent et qui change l'équilibre des forces sur n'importe quel champ de bataille. Parce que ces drones sont là, c'est stationné et puis ça éclate au moment opportun. Mais vous réalisez la violence du truc et c'est ça, c'est cette supériorité militaire que Trump a dû reconnaître aujourd'hui. Il sait pertinemment que ses alliés ou ses valets de l'OTAN ne sont que des guerriers de plateau, de télé, incapables d'innover ou même de trouver la moindre solution créative pour sortir de l'impasse ukrainienne. Il le sait, donc il est obligé de se débrouiller lui-même. Bon, je vous laisse d'abord avec ce bilan. On va rigoler maintenant des analystes de plateau. Dites-moi déjà ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.